La Tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, dans la série Tête à tête, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Louis-Alexandre Beauchemin du groupe Quartz. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à vous toutes et tous à cette autre émission de La Tête dans les nuances, série Tête à tête. Aujourd'hui, on reçoit l'un des 4 membres de la formation vocale Quartz et j'ai nommé Louis-Alexandre Beauchemin. Bonjour. Allô, très heureux d'être là. Vraiment content de te recevoir. On va faire un petit tour de ta carrière. Ce sera peut-être un peu moins long que celle de Breen parce que ta carrière est plus jeune, Oui. mais elle n'en est pas moins intéressante pour autant. T'es fin. Je n'oserais pas croire être aussi intéressant que Breen. Et écoute, je t'ai entendu souvent dire que le début de ta carrière, ça commençait avec ton entrée à l'École des petits chanteurs de Trois-Rivières. Ouais. Je pense que c'est de la génération qui est rentrée en 4e année. Hein? Oui, exactement. Alors, cette question-là ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la 3e année. Oui. C'est-à-dire comment un jeune garçon, peut-être qu'à l'époque, il y avait moins de projets de type sport-études ou autre, là, mais comment un jeune homme, un garçon en 3e année, décide que, oui, c'est à cette école-là qu'il veut aller, sachant probablement que c'était de la musique d'église beaucoup, qu'on chantait à la messe tous les dimanches. Peut-être que la portion voyage prenait une dimension intéressante, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet-là? Bien, premièrement, j'entendais Josiane Hébert parler du background familial, j'ai envie de dire, c'est cette ambiance-là familiale. C'est le même genre de choses qui m'est arrivé. Moi, je viens d'une famille où, chez mon père, ils étaient très, très nombreux. Ils ont été 14 enfants, ce qui fait qu'on était beaucoup de cousins-cousines. Ça fait des beaux parties de Noël. Ça fait des beaux parties de Noël. Puis pas mal tout ce monde-là tripe à faire de la musique, fait de la musique à différents niveaux. Il y en a qui ont gagné leur vie plus dans l'enseignement de la musique, mais il y avait naturellement ce milieu-là de chant, d'instruments aussi. Puis mon grand-père paternel aimait énormément chanter, ce qui fait que... Il était d'ailleurs très, très heureux quand j'ai commencé à me lancer avec les petits chanteurs de Trois-Rivières. Probablement que j'en ai entendu parler à l'école. C'était un moment où, justement, quand on avait certaines affinités avec le chant, même dans les écoles, il y avait cette vision-là de dire « Hey, tu pourrais aller au petit chanteur », dans mon cas, au petit chanteur de Trois-Rivières. Donc, à Val-Marie, j'ai fait mes premières classes de chant parce que je me souviens que mon tout premier solo, c'était en 3e année. Il y avait eu même des petites auditions et tout, puis je l'avais eu. Fait que là, j'étais comme super excité de ça. Puis, et c'était quoi? C'était... le titre exact, c'est justement une pièce du folklore. C'était Margoton Vatalio. Margoton Vatalio, avec son cruchon, quelque chose comme ça. OK. Puis, tu vois, c'est drôle que ça... On aurait dû demander à Josiane avant qu'elle parte. Oui, exactement. Puis, c'est ça, ça a été naturel pour moi. Puis dans ces parties de famille dont tu faisais allusion tantôt, tu chantais déjà? Oui. Est-ce que tu avais droit à ta chanson, là? Tu faisais pas juste les réponses dans les chansons-réponses? Bien, c'était très, très participatif. Il y avait pas nécessairement de règles à savoir qui devait chanter quoi. Puis je pense que souvent, il y avait des harmonies qui se faisaient un peu naturellement. Okay. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu des amis ou des proches qui ont assisté, je ne sais pas moi, à une fête familiale dans ma famille paternelle. Puis le fameux bon anniversaire, le bonne fête, qui tout d'un coup se chante à plusieurs voix et dans la justesse et tout, qui peut peut-être être différent de certaines versions qu'on peut entendre parfois. Je pense qu'on peut enlever le peut-être. Oui, c'est ça. Au moment de ton passage chez les petits chanteurs, on y revient quand même parce que c'était un élément déterminant. Tellement. Dans cette maniganterie, je dirais un peu à l'image de Cambridge, qui a vu
sortir de ses rangs de King Seniors, entre autres, pour Ouais. ceux qui s'intéressent au groupe a cappella. C'est quand même Vraiment. une sommité. Il y a eu, sans atteindre ces niveaux-là, avant que Quartz naisse et connaisse la carrière que vous connaissez maintenant, il y a eu des précurseurs. Il y a eu Vraiment. de très nombreux quatuors. Il y a eu Le Quartet, il y a eu Da Capo, il y a eu iShop, qui était ton premier quatuor à toi. Comment ça se passe, le déclic de dire, OK, non, mais c'est intéressant comme loisir, là, mais on va mettre tous nos œufs dans le même panier et puis on va essayer d'en faire une carrière? Bien, le moment où on s'est lancé dans cette carrière-là de manière professionnelle, c'est un peu parce qu'on était rendu là. Mais d'abord et avant tout, je reviens justement, tu as mentionné tout à l'heure Da Capo. On a vu Da Capo performer, ce groupe-là qui était pour plusieurs des professeurs qu'on avait au Petit Chanteur. Donc, c'était des figures qu'on connaissait. Puis se lancer dans quelque chose d'un peu plus pop aussi, dans un a cappella... peut-être, comment je dirais, la cravate lousse, j'ai envie de dire. Bien dit. Donc, c'était le fun parce qu'évidemment, on tripait autant à faire de l'acapella sacré que faire ces chansons-là peut-être un peu plus loufoques. De voir ça, c'est sûr que ça a semé quelque chose. Après ça, dans la cour d'école, on s'amusait, je me souviens, je faisais déjà du beatbox, donc cette percussion Le roi de la montagne chantait déjà, c'est ça. c'est ça. Mais ouais, cette percussion vocale et buccale s'est développée à ce moment-là. Même que François Potier-Bouchard, avec qui je chante encore, on faisait ça, être dans la cour d'école des petits chanteurs, des espèces de petits trucs improvisés. Et le moment où on a dit « OK, go, on se lance », c'est arrivé à justement une période où on voyait les contrats, ça s'est vraiment fait du côté de Quartz, là, pas du côté de iShop, parce que, je reviens un petit peu en arrière, iShop, ça a été un projet un peu pour financer les activités d'adolescents en lien avec les petits chanteurs de Trois-Rivières. Donc, iShop vient d'ailleurs de HS pour Haute Section, qui était le nom donc de ce groupe d'adolescents-là. Et le shop venait de Barbershop, qui a été le premier style de musique que ce groupe-là a fait, qui s'est développé justement au secondaire avec d'autres gars qui faisaient partie de la Haute Section. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, ça prenait plus de place dans notre vie. On a voulu essayer d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. C'est là où on a décidé de changer de nom parce qu'il y avait un petit peu de changement de personnel. C'est devenu Quartz. Et même au moment où Quartz, à un moment donné, est vraiment devenu une job à temps plein. En fait, à la croisée des chemins où ça devenait une job à temps plein, il y en a deux qui ont quitté, puis deux qui sont arrivés dans le groupe pour dire, OK, là, on essaye, on se lance. On sait que ça va être un gros choc d'arrêter tout autre job. Mais c'est le seul moyen d'y arriver. C'était votre C'est perception. Exactement. Ouais. Et ça s'est réalisé, c'est-à-dire, ça s'est réalisé, oui, mais est-ce que ça s'est concrétisé que le seul chemin pour y arriver, c'était celui-là? Je pense que oui. Parce que tu ne penses pas de la même manière quand c'est un peu ton seul et unique objectif. C'est la chose à laquelle tu penses le plus. Tu te lèves le matin, tu as des idées, tu as des flashs d'idées de concepts, de chansons. Et il y a un moment donné où tu es juste avec ces personnes-là aussi. Puis là, il y a une immense feuille blanche. On y met ce qu'on veut. Puis surtout, on n'a rien d'autre. Il n'y a pas ou très peu d'autres distractions. On crée. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut faire ça dans la vie? Bien, il faut trouver les contrats pour ça. Il faut trouver aussi un pan de cette job-là qui est très important, à savoir le côté plus administratif de la chose. Puis, des fois, on a tendance à avoir un peu peur de ça parce qu'on a l'impression que ça va affecter le créatif. Mais je pense que quand les deux sont sainement remplis, bien, ça donne de l'espace aux deux, puis une liberté aux deux de vivre sainement. Fait qu'on avait déjà cette façon-là de dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à nos objectifs ensemble? Peut-être aurais-je dû poser cette question-là avant, parce qu'on parle beaucoup musique depuis le début de cet entretien. Mais pour quiconque te rencontre, c'est rare que tu ne dois pas baisser les yeux pour nous parler un peu. Là, ça paraît moins parce que tu es assis. Mais ce qui fait qu'on comprendrait très bien que le basket dans lequel tu as évolué ait pu être, à un moment donné, un choix potentiel. Est-ce que ça l'a été?
Oui, en fait, c'était le basket un peu plus vieux, mais c'était le soccer un peu plus jeune. Je faisais le sport-études soccer au début de mon secondaire. D'ailleurs, il y a un album, il y a un CD des Petits Chanteurs de Trois-Rivières où, en concert, c'était souvent moi qui avais certains solos. Puis je me souviens ce moment-là où j'avais un tournoi en France et l'enregistrement. Puis à ce moment-là, j'ai pris la décision de faire le tournoi. Puis j'ai laissé justement ces chansons-là, puis ce disque-là, à un moment où ma voix était probablement la plus belle en termes de voix d'enfant. Donc, c'était mes derniers moments possibles d'enregistrer ma voix. C'était quel album? C'est l'album Coq d'or. OK. Donc c'est ça, fait que c'était un choix. À ce moment-là, c'est le sport. Oui, c'est ça, c'est le sport qui a gagné en pour fait, la seule et unique j'ai mis fois. les mots dans ta bouche. Est-ce que ça a été déchirant ou ça ne l'était pas parce que le sport avait vraiment pris la priorité à ce moment-là? Bien, c'est ça. Le sport avait quand même une grande place parce que, veux pas, c'est ça que j'étudiais, entre guillemets, en étant en sport-études. Je pense que s'il y avait eu musique-études, chant à ce moment-là, c'est ça que j'aurais choisi. Mais il n'y avait pas de programme autre que parascolaire au secondaire en Mauricie à cette époque-là. Donc, ce qui fait que le même type de choses que je pouvais faire aux petits chanteurs, d'avoir vraiment des cours de musique et de chant à l'intérieur du cursus scolaire, c'était quelque chose qui n'était pas disponible pour le secondaire. Puis c'est probablement ce qui a fait que finalement, le sport a pu avoir autant de place. Parce que je pense que s'il y avait eu ce genre de programme-là, j'aurais sauté à pieds joints. Mais de toute évidence, on est revenu à la musique. Il y a eu un autre point tournant quelque part. La musique n'avait pas dit son dernier mot. Voilà, la revanche est douce. C'est ça, voilà. Quand on parle avec des instrumentistes qui ont fait, par exemple, le conservatoire ou une autre école de musique, peu importe, et qui font carrière en musique, on est quand même relativement plus facilement capable d'imaginer leur travail de préparation. Combien de fois on entend dire que des pianistes, par exemple, ou des violonistes passent 5, 6, 7 heures par jour à pratiquer. Alors que quand on parle d'un chanteur, c'est comme si l'instrument était déjà là. Ça ressemble à quoi, le travail d'un chanteur au quotidien? En fait, c'est fascinant parce qu'il faut trouver un peu son instrument invisible, j'ai envie de dire. Il y a énormément d'utilisation, d'ailleurs, de métaphores et d'images dans l'enseignement du chant. Puis c'est ça, c'est de trouver avec l'instrument qu'on a. Un piano, évidemment, il va y avoir une question physique, là, si on est capable d'avoir les doigts assez longs pour faire certains intervalles. Cela dit, le piano en lui-même va faire une différence, notamment s'il est accordé ou pas. La voix, on commence avec ce qu'on a, puis malgré tout le travail, je ne pourrais jamais avoir la voix de François Fadeux-Dubé dans notre groupe, qui est une voix de basse profonde. Donc, il y a ça aussi, ce travail-là. Mais l'enchantement pour nous, c'est qu'il ne pourra jamais avoir la tienne non plus. Bien, on n'a pas de chance de se voler la job l'un de l'autre, définitivement. Mais donc, c'est ça, il y a ce travail-là qui est un peu plus, pas abstrait, mais qui est plus difficile à trouver, je pense. Puis on a une fausse conception de penser que parce qu'on est capable d'émettre des sons, là, ça va pour tout le monde, puis que... il y a évidemment toutes sortes d'écoles pour faire ce métier-là dans la vie. Et puis là, d'école, je veux dire, pas seulement académique, là, il y a moyen d'aller à l'école de la vie. Tu le disais dès le départ, c'est un instrument à découvrir qui est très difficile. Les cordes vocales, on a tous les mêmes en formation, là, elles ont leurs particularités, mais on ne sent pas le travail de la corde vocale quand on parle ou qu'on chante, à moins d'avoir passé par 50 métaphores, puis être vraiment... Exact. Alors ça, c'est des années d'apprentissage, mais au quotidien, est-ce que tu passes des heures à chanter, à vocaliser? Nous, étant donné nos horaires, on pourrait pas se permettre de pratiquer autant que ce qu'on voudrait, ce qui fait que... Parce qu'on doit justement protéger cet instrument-là. Compte tenu du nombre d'heures de spectacle que vous faites, c'est ça l'idée? Exact, voilà. Okay. Donc, ce qui fait qu'on va utiliser les tests de son des fois pour peaufiner certaines choses. Lorsqu'on est en écriture de spectacle, là, on va chanter et répéter beaucoup, quitte à être fatigué vocalement parce que ça a moins d'incidence si la performance est moins bonne en répétition parce que la voix est fatiguée versus lorsqu'on performe devant des gens et on veut être vraiment...
à 100% à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. Donc, non, on ne peut pas se permettre de chanter autant que ce qu'on voudrait parce qu'on doit protéger cet instrument-là. On le disait au moment d'enregistrer la table ronde, il y a quelque part en suspens un bac en chant. Moi, pour t'avoir connu plus jeune, on voyait déjà chez toi la voix de haute contre, qui est un registre très particulier dans les voix masculines. Pour ceux qui ne sauraient ni d'Ève ni d'Adam de quoi je parle, bien, vous pouvez par exemple aller sur Internet puis inscrire Daniel Taylor, qui est un des plus beaux hautes contre qu'on ait au Canada. Et puis vous allez avoir une idée de la couleur. Ah, ça, c'était ta couleur. Oui. Tu aurais pu développer, et tu pourrais vraisemblablement, potentiellement le faire encore après. Je pense que c'est pas consensuel avec le répertoire que vous faites à Quartz. Oui, mais même vocalement, je pense que parce que cet instrument-là, j'ai arrêté de le travailler comme je le travaillais à l'époque. Je pense que je serais pas capable... Il n'y a pas de retour possible? Non, je pense qu'il n'y a pas de retour possible. Ouais. Mais, est-ce que ça, c'est un deuil? Non, pas vraiment. En ce sens que cette carrière-là, puis c'est drôle, j'entendais Breen parler du fait que lui, il avait le goût d'être dans un groupe. J'ai le même côté. J'ai vraiment, même dans le sport, j'ai pratiqué des sports d'équipe alors que j'avais, de par mon physique, la possibilité d'aller notamment un peu du côté de l'athlétisme. J'y ai touché un tout petit peu, puis il y avait certaines portes qui s'étaient ouvertes pour notamment des trucs comme le décathlon ou... parce que tu as justement le saut en hauteur, le saut en longueur, la course. C'est tous des trucs où j'avais certaines aptitudes, mais le travail en solo, ça vient moins me chercher, ça me fait moins triper. Puis le travail de groupe, au contraire, et d'équipe, je suis vraiment pas un loup solitaire autant dans le travail que même dans ma personnalité, j'ai envie de dire, ce qui fait que cette carrière-là classique, elle était une possibilité, étant donné mon type de voix en plus rare, ce qui fait qu'il y a une demande pour ça qui laisse de la place. Je pense que quand on est soprano, ça demande d'avoir un talent tellement exceptionnel pour avoir une chance d'être entendu par quelqu'un qui te permet de faire ce métier-là, alors que quand on est haute contre ou contre-ténor, pour parler de la famille un peu plus large, si on a un talent, évidemment, ça en prend un, là, mais il y a peut-être moyen de travailler, j'ai envie de dire, plus facilement. Ce qui fait que quand j'ai vu ces possibilités-là, je pense que c'était mon amour de la musique qui était si fort qui faisait que je poussais vers cette carrière-là, mais dans le fond, ce que j'avais vraiment envie, c'était de chanter en groupe. Mais chanter d'abord. Fait que oui, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit on fait cette carrière-là pas parce qu'on serait pas capable de faire autre chose, mais parce que l'appel est si grand qu'on peut pas résister finalement à faire ça dans la vie. D'accord. Alors, je ferai, moi, mon deuil de cette voix que j'aurais bien aimé entendre sans rien enlever à quoi? Ma mère aussi. Je vais te dire, on est au moins deux. Là, ma mère a dit « Ah, c'était tellement le fun quand tu chantais classique et tout. » Puis, mais c'est ça. Mais ce qui m'amène à te poser la question, parce qu'on le sait, la longévité des groupes au Québec, c'est quand même relativement limité, bien que vous avez développé maintenant un volet international. Mais même si ça vous amenait à chanter un peu partout à travers le monde, ça ne veut pas dire que le groupe, lui, va résister, parce que la vie de groupe, c'est toujours difficile. Est-ce qu'au moment où on vit l'expérience Quartz, on est au quotidien ou, je dirais, un an devant, puis l'après-Quartz, c'est quelque chose qui n'existe pas, auquel on pense plus ou moins? Hein? C'est vraiment le fun comme question, parce que, je veux pas, là, ça fait quand même quelques années qu'on fait ce métier-là, fait que ça nous est arrivé d'avoir ces discussions-là en se disant... Est-ce qu'on va probablement pas faire ça toute notre vie? Il y aura peut-être à un moment donné où Quartz va exister encore, mais peut-être plus comme truc principal. Puis c'est ça, on n'est pas tous à la même place. Qu'est-ce qu'on ferait après? Est-ce que c'est angoissant que d'y penser? Non, pas tant, parce que je suis tellement reconnaissant d'avoir fait ce métier-là. Je suis tellement content d'avoir eu la chance de réaliser ce rêve-là qui était Quartz, que les années qui s'ajoutent sont des années bonus. Puis après ça, moi, je dirais que j'ai vraiment le goût de continuer le plus longtemps possible. Mais après ça, là où la suite va m'amener, je le vis un peu librement. Je pense que je vais aller prendre quelques cafés lorsque je sentirai que
la fin ou que ça ne devient plus notre projet principal avec des gens qui sont passés par là. Je pense à un ami qu'on a en commun, Martin Roy, que je me suis dit, c'est certain que je vais aller lui jaser de la post-carrière de tournée, j'ai envie de dire. Mais probablement que ça va être dans le domaine de la musique ou en tout cas, il y a quelque chose qui va continuer de ce côté-là. Mais on verra, puis je ne suis pas rendu là. De toute façon, on n'est pas rendu là. Non. Plus. Okay, je posais la question par curiosité. Alors, on vit comme ça tous les deux, ça va très bien. Mais quand même, je me disais, il y a comme un courant présentement chez plusieurs artistes, soit de la musique, soit du théâtre, où ils deviennent vignerons en parallèle ou en seconde carrière. Or, chez vous, ça existe déjà dans la famille. C'est ça, oui. Est-ce que ça pourrait être... est-ce qu'il y a un intérêt pour le vignoble? Ou moi, c'est vraiment, ça appartient à mes parents? Ah non, mais je suis vraiment pas vigneron. J'aime beaucoup goûter le vin. Oui, c'est ça. J'ai vraiment des talents dans le fait de le boire. Non, toujours en groupe, oui, c'est ça, idéalement. Exactement, voilà, exactement. Non, mais c'est ça, ça s'est vu très jeune. Mon frère était talentueux dans la vigne. Puis moi, je trouvais ça intéressant les goûts. J'avais un plaisir à goûter, mais dans le champ, ça se passait pas. Même, on avait un jardin où quand j'étais chez mes grands-parents, puis qu'on faisait, je sais pas, ramasser les fèves, là. C'est sûr que mon rang était fini en dernier. Puis j'en avais mangé pour la peine. Fait que ça s'est vu tout de suite qu'il n'y avait pas de risque que mon appel se fasse de ce côté-là. Mais c'est vraiment un hobby. Ça, c'est un bon exemple. Là où peut-être certaines personnes vont avoir une passion pour la musique, un hobby pour la musique, je vais avoir l'équivalent dans le vin, mais sans penser que ça peut être un appel pour une carrière plus tard. Bon, bien, laissons le futur et revenons au présent. Et parlons de Quartz. Tu as déjà mentionné assez fréquemment que, quand même, le répertoire de Quartz, ne serait-ce que la formation vocale a cappella, c'est un peu niché, bien que vous l'avez fortement démocratisé ces dernières années. Mais comment on entrevoit le développement de Quartz? Comment... ne serait-ce qu'au niveau du travail d'harmonisation, pour en écrire quelques-unes à l'occasion, se limiter à 4 voix, c'est un peu coincé. Comment pas se sentir coincé, surtout que vous autres, 4, c'est parfois 3 parce que tu te mets à faire de la percussion au lieu de chanter. Oui. Comment vous faites pour renouveler le style puis dire, oui, on ne va pas rouler sur du connu tout le temps, puis on va aussi explorer et développer ce type d'orchestre à cordes vocales qui est le nôtre? Bien, il y a toujours un avantage à la contrainte, c'est qu'on connaît un peu plus le carré de sable. Et à un moment donné, on s'est même amusé à détruire ce carré sable-là, j'ai envie de dire, et d'aller encore plus loin avec... il y avait des projections vidéo dans certains numéros où on entend nos propres voix, mais du passé s'ajouter à nos voix live, nos voix en direct. Mais... il y a quelque chose de le fun à savoir, à se dire, OK, bon, bien, je peux pas écrire de la même manière que si j'écrivais pour un orchestre, un véritable orchestre. Nous, de toute façon, notre plaisir, il va au-delà de la chanson, c'est de trouver aussi le sens à cette chanson-là à l'intérieur d'un spectacle. C'est là où, d'abord, la mise en scène de Martin Larocque dans Quartz et ensuite la mise en scène de Serge Postigo a pris tout son sens. C'est dans cette façon-là de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas raconter une histoire de plus? Donc, non seulement faire cette performance-là musicale et vocale, mais d'aller plus loin. Je nous vois, c'est drôle parce que je nous vois à l'art vocal, à l'art a cappella, ce que pourrait être un artiste, un athlète de mixed martial arts, là, du MMA, là, donc les arts martiaux mix, si ma mémoire est bonne, la traduction exacte. Donc, ces gens qui s'affrontent comme les Georges Saint-Pierre de ce monde, en utilisant toutes sortes de types d'arts martiaux. Donc, ils ne seront pas simplement spécialisés en boxe, ils vont faire autre chose. Nous, on a ce côté-là avec la cappella, avec nos spectacles, c'est-à-dire que oui, il y a la cappella, mais il y a le côté théâtral, il y a le côté humour, il y a le côté mise en scène, il y a le côté, toute la scénographie, tout cet aspect-là qui est extrêmement important dans Quartz et qui, je pense, peut-être nous démarque à certains moments.
Est-ce qu'on pourrait dire que Quartz a trouvé son son? Parce que Oui. là, on parle de tout l'enrobage. là. Vraiment. Sa place même, tu sais, carrément. Sa place, sa raison d'être. Pourquoi on existe? Qu'est-ce qu'on apporte aux gens? Puis je parlais du son parce que souvent, on écoute des groupes mythiques qui sont des groupes a cappella, anglais, américains, peu importe d'où ils viennent. Et le passage du disque à la scène est parfois décevant. Parce qu'on fait, on ne retrouve pas le son sur scène. Là. Ça a été tellement embelli ou appuyé au moment du mixage qu'on fait. Et chez vous, on ne sent pas ça. Mais c'est On gentil. sent que le. Voilà. Mais je pense que c'est parce qu'on est né de la scène et non des disques. On a commencé, ça a été des années et des années. Je me souviens, à une certaine époque, on avait, tu sais, on appelle ça la cassette un peu dans le milieu, là, quand on répète toujours la même chose, de la même manière, qu'importe On a ça en l'entrevue. politique aussi. Ah ouais, vous avez ça en politique? J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé. Ça se dit. Je ne dis pas que ça existe, mais ça se dit. Mais bref, on avait cette façon-là de répondre à la fameuse question, est-ce que vous allez bientôt sortir un disque? Est-ce que vous allez bientôt sortir un disque? Ah, ben pour l'instant, on n'a pas trouvé la manière d'amener ce qu'on fait sur scène en disque. Peut-être qu'un jour, ce sera un DVD. Ça, c'était la cassette parfaite. Il existe sûrement même des enregistrements de ce que je viens de vous dire là. Fait que c'est ça. Je pense que ça a été un gros avantage d'avoir trouvé notre raison d'être sur scène bien avant d'avoir notre raison d'être sur disque. En fait, s'il y a de quoi, ça a été vraiment long de trouver notre raison d'être sur disque. Et très coûteux aussi, parce que quand on a enregistré notre tout premier album, il y a certaines chansons qu'on a littéralement enregistrées entièrement 3 fois, parce que la première version, on était rendu au produit fini, puis on était comme, non, ça se passe pas, ça marche pas, il faut qu'on retrouve une autre façon de réenregistrer les trucs. Puis cet album-là nous a coûté cher. Là. On n'a vraiment pas fait d'argent. On voulait juste trouver la manière de le faire. Puis je pense qu'on a même Mais développé... était riche en apprentissage. Exact. On a développé une façon de faire en a cappella au Québec avec cet album-là. Puis ça, ben, c'est précieux. Puis j'espère qu'il y aura des nouvelles générations à qui on pourra donner ce savoir. Quand on enregistrait la table ronde sur la vie des groupes musicaux, tu as dit que vous aviez une période de linge sale en famille, mais Ouais. c'était pas juste du linge sale parce qu'il y a aussi les qualités qui étaient amenées, pas juste les irritants. Et je dirais que les irritants ne m'intéressent pas, mais quelle est la qualité principale que les 3 autres membres te reconnaissent? On dirait que c'est difficile de parler de soi de cette manière-là. C'est pour ça que j'en demande juste. Mais ouais, je pense qu'il y a, j'ai une espèce de force sur scène. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi lorsque je suis on dit souvent, c'est galvaudé de dire comme un poisson dans l'eau. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans de dire, OK, c'est vraiment son endroit, c'est vraiment cet élément-là. À un moment donné, on se dit, ben regarde, je vois comment ça se passe à l'intérieur de moi et comment ça se passe pour les personnes. J'imagine qu'il y a quelque chose qui est difficile à décrire, mais qui s'allume sur scène. Et je pense que c'est probablement une de mes forces. Sinon... j'essaie d'être bienveillant dans le groupe, puis ça a été mentionné. Ça me va, j'en ai demandé une. Okay. Oui, excuse-moi, non, t'as raison. Écoute, mais ce que je voulais surtout dire, c'est je pense que tu pourrais juste évacuer le mot « je pense » et assumer cette qualité qu'on te reconnaît, parce qu'on la reconnaît tous. Merci infiniment d'avoir passé cette demi-heure en ma compagnie. C'était un pur plaisir. Si jamais on se croisait sur 2 trottoirs différents et que je te regarde et que je crie « chante », tu réponds? À plein cœur. Mais merci parce que nous, on les reçoit plein les oreilles.